Merci à tous, bonjour, et c'est avec un très très grand plaisir que je reçois aujourd'hui. J'ai ce privilège de pouvoir avoir avec nous pour notre webinaire trois personnalités éminentes. Ce webinaire sera animé par Nathalie Delapalme. Alors Nathalie, vous êtes membre de Ressources, vous êtes aussi directrice exécutive et membre du conseil d'administration de la Fondation Mo Ibrahim. Et vous avez bien sûr aussi un passé important puisque vous avez beaucoup travaillé à la commission des finances. Vous avez été conseillère technique, puis directrice adjointe au ministère de la Coopération. Vous avez aussi, bien sûr, été conseillère pour l'Afrique. On vous a connu beaucoup pour cela d'ailleurs. Et pour l'Afrique et le développement au ministère des Affaires étrangères jusqu'en 2007. Je rappelle que la Fondation Mo Ibrahim est une, si ce n'est la référence aujourd'hui en matière d'indices sur la gouvernance. C'est un observatoire absolument remarquable dont je me permets quand même de recommander la consultation sur le site parce que les travaux sont effectivement extrêmement intéressants. Merci Nathalie d'avoir accepté d'animer notre webinaire. Je sais que ce n'est pas forcément votre habitude, mais vous avez eu la gentillesse de bien vouloir accepter cette tâche importante. Alors, nous avons aujourd'hui avec nous, et merci d'être là, Anne-Laure Kichel, vous êtes la fondatrice et la présidente de Global Sovereign Advisory depuis fin 2018. Et vous avez, et tout le monde maintenant vous connaît quand même bien dans ces domaines-là, vous avez un parcours qui est intéressant de retracer en quelques secondes. Vous avez été chez Lehman Brothers d'abord dans les années 99, puis vous avez rejoint en fait Rothschild en 2009, vous êtes devenue associée gérante en 2014 et vous avez à ce titre conseillé plusieurs pays du G20 dans des difficultés, des très grandes difficultés de négociation, des pays comme l'Argentine, la Grèce, l'Ukraine, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin. Donc, vous avez une longue pratique de ces négociations sur la question de la dette. Vous allez pouvoir nous éclairer sur ces sujets. Je note aussi quand même, et ça mérite d'être mis en lumière, qu'en novembre 2019, vous avez Global Sovereign Advisory, donc vous-même d'ailleurs, bien sûr, avez lancé une chaire sur la dette souveraine à Sciences Po. C'est une chaire qui fonctionne manifestement très très bien. Merci d'être là. Puis enfin, Wilfried Loriano Dorrego, c'est un complice de toujours, maintenant presque, puisque nous avons le plaisir de souvent co-signer des articles ensemble. Wilfried, merci d'être là, de nous faire ce plaisir d'être là aujourd'hui. Alors, vous avez un parcours assez différent. Vous avez rejoint en fait la branche française du réseau international de KPMG en 1988 et vous êtes devenu partenaire, puis ensuite vous avez franchi tous ces échelons. En 2019, vous êtes devenu président du conseil de surveillance de KPMG France. Et vous avez, en avril 2021, ça nous intéresse beaucoup, bien évidemment, cofondé le think tank A New Road, qui est dédié aux dettes publiques et au financement des économies africaines. Par ailleurs, vous avez une activité qui vous a beaucoup mis en lumière ces dernières années en tant que coordonnateur du Conseil présidentiel pour l'Afrique, créé en juillet 2017 par le président Macron. Vous avez succédé donc à un franco-béninois bien connu, Armand Agnambossou, et vous avez porté jusqu'au sommet récent Afrique-France à Montpellier les couleurs, je dirais, de ce CPA. Merci d'être là. Alors, bienvenue à tous. Je vais être très bref avant de repasser la parole à Nathalie pour pouvoir démarrer notre webinaire. Quelques mots de présentation sur le think tank Ressources. Je pense que certains d'entre vous nous connaissent très bien. Nous avons été créés en 2004 et je voudrais simplement revenir sur un seul point. C'est une exceptionnelle et une formidable aventure humaine qui a, je dirais, ce loisir de rassembler des gens qui partagent une formidable, j'allais dire, conviction. Cette conviction est fondamentale. Elle est celle que la place première doit être accordée à l'accès aux services essentiels comme une véritable source de développement humain. Nous avons avec nous donc un peu plus de 35 membres aujourd'hui qui sont de personnalités très diverses, des universitaires, des représentants d'ONG, de politiques et institutionnelles bien sûr, des dirigeants du secteur privé qui nous ont rejoints et puis plus récemment du secteur de la santé, des fonds d'investissement et puis même des fondations. L'objectif, c'est alerter, c'est dialoguer, c'est bien sûr recommander, mais c'est surtout faire savoir pour mobiliser l'attention des décideurs et des médias sur ces problématiques d'accès aux services de base dans l'ensemble des pays émergents.
Voilà l'objectif, prise de conscience, mobilisation, action concrète. Aujourd'hui, notre thème, celui que nous avons choisi, sur le financement des services essentiels en Afrique, au-delà de la dette publique, point d'interrogation, est devenu très, très aigu dans ces périodes de sortie progressive de la pandémie, mais surtout d'innovation sur de nouvelles solutions de financement sur lesquelles nous allons pouvoir nous pencher. Pour en parler, je vais passer maintenant la parole à Nathalie Delapalme, qui va animer notre webinaire. Nathalie, c'est à vous. Merci beaucoup Patrice et bonjour à tous. Alors effectivement, c'est un sujet complet, le financement des services essentiels au-delà de la dette publique. Alors ce que je vous propose peut-être sans plus tarder pour pouvoir écouter nos intervenants, c'est peut-être de procéder en 3 temps. D'abord une évaluation de l'ampleur de ces besoins, de ces services essentiels et comment dans le fond à quelle priorité, tout est une priorité, mais il faut peut-être les ordonner un petit peu. Le deuxième point, ce sera dans quelle mesure et à quelles conditions ces besoins peuvent être effectivement couverts par la dette publique. Et la troisième partie, ce sera quels peuvent être les financements complémentaires ou alternatifs qu'on peut mettre en place et de quelle façon et à quelles conditions pour compléter effectivement ce que l'endettement public peut faire. Avec peut-être une remarque préliminaire qui est que, à mon sens, on a trop souvent tendance à parler du continent africain comme d'une identité globale, alors qu'il s'agit de 54 pays avec des trajectoires, des géographies et des économies très différentes. Donc avoir le souci, effectivement, peut-être d'une analyse plus granulaire que celle on a l'habitude de faire. Alors, le premier point, c'est très rapidement pour présenter sur l'ampleur des besoins. Pour effectivement, comme Patrice l'a dit, la crise du Covid, qui est certainement loin d'être achevée, en tout cas sur le continent africain, et je me permets d'insister sur ce point parce que je crois qu'on a été un peu optimiste au départ et qu'on voit bien qu'on est encore loin de la sortie, compte tenu notamment de la flagrante inégalité en termes de vaccination. Cette crise a mis en exergue un certain nombre de vulnérabilités du continent africain et en particulier, effectivement, l'ampleur des besoins en matière d'infrastructures. Alors, pas simplement l'existence de structures hospitalières, notamment en zone rurale, mais très simplement l'accès à l'eau, ce qui rend dérisoire le fait des consignes de lavage des mains en pleine épidémie. Aujourd'hui, on a quand même 25% de la population en Afrique subsaharienne qui n'a pas du tout accès à l'eau encore. L'accès à l'électricité, c'est la même chose. 75% des structures hospitalières en Afrique subsaharienne n'ont pas accès à un réseau électrique fiable. Et cette question d'un accès fiable à l'énergie est un des obstacles aussi à la question des vaccins, et notamment de la conservation des vaccins. Et puis, je citerai un autre exemple qui est l'accès au réseau digital, même si d'énormes progrès ont été accomplis, vraiment tout à fait considérables au cours des dernières années. Ce qu'on appelle le digital divide est encore considérable. Pratiquement la moitié de la population du continent n'a pas accès au réseau digital. Et si vous prenez par exemple la question de la scolarisation des enfants, finalement, les enfants et les étudiants en Afrique n'ont pas manqué davantage de semaines que partout ailleurs dans le monde. On est à peu près une trentaine de semaines en moyenne sur l'année qui vient de s'écouler. La vraie différence, c'est que la plupart d'entre eux n'ont pas accès aux moyens d'enseignement à distance. Donc, à cause de l'absence de réseau électrique et de l'absence d'accès au réseau digital. Donc, l'impact va être considérablement plus élevé. En dehors de ce qui a été mis en exergue de façon assez brutale par la crise du Covid, j'ajouterais peut-être un point qui est celui de la connectivité intracontinentale. Si on veut profiter de l'étape considérable que va représenter la mise en œuvre du traité de libre-échange sur le continent africain, il est clair qu'il faut qu'on améliore tout ce qui concerne la connectivité et les réseaux de transport infracontinentaux. Alors, je m'arrêterai là parce que vous en direz certainement beaucoup plus et beaucoup mieux que moi, mais je crois qu'un premier point ici pour notre débat, c'est dans le fond de savoir comment est-ce que vous évaluez ces différentes priorités et je dirais comment est-ce que vous les ordonnez. Voilà.
Alors, est-ce que Wilfried, vous voulez commencer? Oui, ouais, je peux commencer. Je voulais peut-être juste dire que Anne-Laure fait partie des membres fondateurs de New Road également. Ah bon? Donc, cette précision faite, oui, le sujet en fait qui nous occupe aujourd'hui est un sujet essentiel parce que, au fond, qu'est-ce qu'on constate? On constate finalement qu'on a un déficit important en matière d'infrastructure en Afrique et que finalement, ce déficit a une incidence sur la croissance des économies également. Euh, la littérature fait preuve du fait que ce retard finalement dans les infrastructures, y compris pour les besoins essentiels, a un impact de l'ordre de 2% sur la croissance dans les pays africains. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Les besoins sont relativement importants parce qu'on parle d'environ 100 milliards par an d'investissement, 100 milliards de dollars d'investissement par an qu'il faudrait faire ça c'est une source de la BAD, pour rattraper ce retard-là. Et historiquement, c'est vrai qu'on parle globalement de l'Afrique, mais il faut distinguer peut-être l'Afrique du Sud, il faut distinguer l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est, mais on pourra y revenir. Et je pense que on considère également, le FMI considère également que en réalité, il faudrait consacrer pas loin de 9 à 10% du PIB en investissement entre les infrastructures, l'exploitation et la maintenance de ces infrastructures-là pour arriver à avoir un niveau de croissance qui permet de relancer durablement la machine. Donc, l'investissement et la croissance sont absolument liés. Et bien entendu, après, il faut rentrer dans le détail de ces infrastructures-là. Historiquement, on pourra en parler tout à l'heure, il y a le secteur des transports, de l'énergie, de l'accès à l'eau, de l'immobilier et puis d'autres. Et on remarque en réalité que les biens essentiels qui sont l'assainissement de l'eau, les investissements sont très faibles dans ce secteur, mais je suppose qu'on pourra y revenir dans le détail, en fait. Merci beaucoup Wilfried. Effectivement, les chiffres que vous citez sont assez impressionnants. J'ai vu aussi qu'on évaluait aussi à 300 milliards, est-ce que c'est le FMI, 300 milliards les besoins pour essayer de récupérer, si je puis dire, de la crise du Covid. Mais Anne-Laure, vous en savez certainement beaucoup plus. Merci. Oui, c'est en effet ça, ce sont des chiffres FMI. Alors, en fait, ils les agrègent en regardant ce qu'ils appellent Low Income Countries, c'est leur dénomination. Et en effet, ils le font en trois phases. La première phase, c'est de dire qu'entre 2021 et 2025, il faudrait 200 000 milliards de dollars pour se remettre justement de la crise. Que si jamais on voulait continuer, évidemment, ce qui est le but, la convergence vers des économies plus avancées, il faut rajouter un autre 250. Et là, on retrouve votre 300 entre le premier 200 et le dernier étage. C'est le fait de dire, si jamais il y avait une reprise qui était moins forte, il faudrait rajouter 100 milliards. Donc, en fait, ça veut donc dire que pour se remettre, on va dire, de la crise Covid, en effet, comme vous le disiez, c'est 200 plus 100 si jamais les choses repartaient moins rapidement que prévu. En particulier parce que, comme vous l'avez à juste titre rappelé, en Afrique, la crise du Covid n'est pas derrière nous. Et donc, c'est ce facteur-là qu'il faut évidemment prendre en compte. Alors, ces chiffres sont tout à fait vertigineux. Au-delà de ça, ils sont aussi tout à fait difficiles
en termes de matérialisation, puisque avec des grands chiffres comme ça montre l'étendue des besoins, mais on oublie de temps en temps de dire que un des sujets, c'est la capacité d'exécution et la capacité d'absorption. Puisqu'en fait, et c'est un paradoxe si on y reviendra, il y a beaucoup d'argent ou de sources de financement qui sont disponibles actuellement, et même certaines qui ne sont pas forcément très très chères. Je pense évidemment aux ressources concessionnelles que les grandes organisations, vous parliez des FMI, Banque mondiale ou d'autres, peuvent donner. Finalement, il y a beaucoup, et en particulier quand on est sur des sujets qu'on appelle ESG, donc évidemment l'éducation, la santé entrent dans tout ça, le climat. Il y a beaucoup d'argent à disposition. La vraie difficulté, elle est la suivante. Elle est pour un État de dire quelles sont mes priorités. Alors après, chacun a sa philosophie par rapport à ça. Moi, je considère que quand on a 100 priorités, c'est dangereux. Bon, et qu'il faut mieux en avoir un peu moins et essayer de les exécuter. Donc ça, c'est un vrai sujet des priorités. Ensuite, c'est un vrai sujet de structurer ses priorités, puisque une fois qu'on a défini un projet, il peut y avoir des choses qui manquent dans la manière d'organiser son projet. Alors, si c'est une étude de faisabilité, c'est pas très grave. Si c'est des changements de loi pour pouvoir faire que le projet aboutisse, c'est déjà des choses qu'il faut avancer peut-être plus difficilement si ça doit passer par de nombreuses reprises au Parlement. Donc, en fait, il y a des difficultés d'exécution, ou en tous les cas, des choses qui peuvent ralentir, qui font que on met finalement plus longtemps à avancer dans ces projets et à pouvoir absorber les fonds qui sont à disposition. Alors, pour revenir sur ce qui était dit sur, en effet, le côté assez paradoxal de dire « lavez-vous les mains quand il n'y a pas d'accès à l'eau », en effet, ce que cette crise a également montré, et on le savait tous, mais là, ça a été aussi quelque chose qui a été montré de manière concrète, c'est le poids de l'informalité. Alors, par définition, on ne sait pas évaluer l'informalité. Est-ce que c'est 80, 85, 90% des économies? En tous les cas, comment s'est traduit l'informalité dans cette crise Covid? Par le fait que les États n'arrivent pas réellement à identifier les citoyens vers lesquels ils devaient flécher l'aide. Puisque finalement, nous, dans des économies, France, Italie, autres, tout le monde s'il avait besoin ou s'il était qualifié pour recevoir un chèque, une aide, finalement, ça se faisait assez rapidement, assez facilement. On était identifié. C'est pas du tout le cas dans la plupart des pays, en tout cas pas de manière massive, dans la plupart des pays africains, même si là aussi, c'est très gênant de parler d'Afrique dans sa globalité parce que c'est tellement divers, mais il n'en reste pas moins que le poids de l'informalité dans les économies est très important. Et donc, ça a évidemment touché des populations beaucoup plus vulnérables que les autres, et en particulier des populations qui pouvaient être les populations à risque dans ce genre de choses, et pour ne pas le citer, des populations féminines qui en particulier ont payé aussi un lourd tribut à cette crise. Donc, en fait, quand on regarde après cette hiérarchie des besoins, bien sûr l'éducation, bien sûr la santé, c'est évident, mais il est vrai aussi de dire que d'un point de vue éducation, c'est plus le sujet du digital le problème qu'autre chose, c'est vrai aussi. Il faut aussi voir que finalement, comme tout est prioritaire, parce que comment choisir entre une école et un hôpital, c'est quand même très compliqué. Le vrai sujet est, comme je le disais, vraiment d'avancer et d'avoir au sein des gouvernements ce que j'appelle les desks d'exécution des projets, permettant le plus rapidement possible d'essayer d'avancer sur des projets qui font une vraie différence pour les populations, et en se limitant pas qu'aux populations qui sont dans les capitales ou près des grandes capitales, mais n'oubliant pas non plus les autres territoires qui peuvent être un peu plus reculés. Donc je crois que c'est aussi ça ce que cette crise a montré, et alors qu'on acceptait peut-être avant plus le fait que certaines choses pouvaient prendre du temps, il y a une impatience à juste titre qui s'est exprimée, que ce soit des dirigeants, mais que ce soit aussi des populations, sur le fait d'avancer rapidement, de trouver des solutions et justement d'être en capacité de répondre plus à des besoins vitaux qui se sont encore plus exacerbés. Et donc, c'est ça la difficulté, en tout cas, c'est ce que je vois moi avec les États avec lesquels je travaille. Ils refont des plans, et dans ces plans, ils retrient des priorités. Et quand on regarde entre les premiers plans, mais même il y a 2 ans, et les priorités qui avaient été mises et les priorités de maintenant, donc déjà, il y en a beaucoup moins, pour la raison que je disais. Et en plus, c'est plus par équité
et c'est plus par urgence de besoins vitaux que c'est géré, plus que ce que ça pouvait être, on va dire 2 ans avant ou 5 ans avant, qui étaient plus des grands projets d'infrastructure, qui étaient peut-être des choses évidemment essentielles, c'est pas ça, mais on s'est peut-être déplacé, en tous les cas c'est ce que je vois quand je regarde les différents plans, vers des sujets ou des dépenses plus sociales, absolument immédiates, qui sont tout à fait nécessaires pour des aspects de vie, même vraiment vie de la population. Et donc, c'est des projets de temps en temps plus petits, c'est des projets de temps en temps plus resserrés aussi dans le temps, mais qui sont tout à fait essentiels et qui peuvent faire une grande différence pour les populations en attente. Moi, je voulais peut-être compléter, rajouter en fait le fait que finalement, en même temps qu'on dit qu'il y a un déficit d'infrastructures sur les services essentiels, mais les populations payent parfois 2 fois plus que dans d'autres contrées ces services essentiels et sont prêts à payer pour si les services étaient disponibles. Ça, c'est aussi un des paradoxes que nous avons et qui fait qui montre toute l'urgence de la mise en place de ces infrastructures. Bien sûr que l'éducation, la santé, et après, avec la crise, les besoins de santé sont devenus mais vraiment une priorité numéro 1. Et le problème de la santé, ce n'est pas seulement les infrastructures, mais c'est également tout le service et la couverture qui va avec. Donc, avoir des hôpitaux, ce n'est pas la seule chose. Il faut avoir des mécanismes de couverture qui permettent de rendre ces soins accessibles. Et au fond, de façon plus globale, le problème des infrastructures en Afrique, ce n'est pas seulement un problème de financement, c'est aussi un problème d'identification des projets qui ont sens, de la bonne taille des projets et derrière de la bonne structuration des projets pour pouvoir attirer les financements, les mécanismes de financement nécessaires. Parce qu'en réalité, un projet mal identifié n'attire pas les investisseurs. Un projet mal dimensionné ne trouve pas son business model. Et donc, le problème, il n'est pas le financement seulement, il est de la capacity building pour ces États, pour identifier, structurer, trier les priorités de façon, et ça on refera le lien avec la dette, à partir du moment où on est contraint par la dette publique, il faut élargir, on ne peut élargir en faisant appel au privé qu'en ayant un mécanisme qui fait sens pour le privé. Et ce recours au privé, il est juste incontournable en réalité, et je suppose qu'on va en parler. Oui, tout à fait, merci. Et je pense que c'est un point important déjà que vous avez d'ailleurs tous les deux évoqué, c'est que finalement, c'est moins la question enfin, les ressources existent. La difficulté, c'est qu'elles n'ont pas d'appétence pour venir se mettre sur effectivement ces différents besoins. Et donc, comment arriver à faire le lien entre l'existence des ressources et la capacité à les attirer pour qu'elles viennent financer ces besoins. Effectivement, on y reviendra, je pense, dans la troisième partie, parce que c'est vraiment un point tout à fait important. Peut-être 2 points en réaction à ce que vous venez de dire. Sur la question de l'évaluation des besoins, Anne-Laure, vous avez complètement raison, et je fais le lien avec le fait que la crise du Covid est loin d'être terminée en Afrique. On a quand même un continent où il y a simplement 3 pays qui ont un système décent d'enregistrement des naissances et 6, un système décent d'enregistrement des décès. Donc, c'est évidemment très difficile d'évaluer les besoins d'une manière générale, quelles que soient les infrastructures concernées, que ce soit la santé, l'éducation, le digital, parce que dans le fond, arriver à définir une politique publique quand on ne sait pas d'où on vient et donc où on veut aller, ça rend effectivement l'efficacité assez difficile. Et je pense que c'est le même handicap qu'on trouve sur le financement des projets, parce qu'on n'arrive pas bien à identifier les clients.
Donc, si au départ, on a effectivement un projet qui est mal ficelé, c'est difficile d'attirer l'intérêt. J'ajouterais aussi peut-être un point, c'est qu'il me semble qu'aujourd'hui, je ne sais pas quelle est votre expérience, Anne-Laure, mais j'ai le sentiment que le point d'appui principal aujourd'hui de ce que souhaitent, du projet que souhaitent mettre en œuvre les gouvernements, c'est l'emploi. Il faut qu'il y ait un contenu en emploi qui soit conséquent parce que c'est absolument fondamental pour notamment l'emploi des jeunes. Non, tout à fait, c'est exactement ça. Le sujet de la jeunesse et le sujet. Là c'est un vrai dénominateur commun de tous les pays africains, des populations jeunes. Enfin, là aussi, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Quand il y a plus de 70% de la population qui est jeune et qu'il y a en effet des formations qui sont aussi pas forcément appropriées, parce que il faut de temps en temps des formations professionnelles. Elles n'existent pas. Quand elles existent, il y a des pays qui nous racontent qu'ils forment leurs mécaniciens sur des moteurs Renault qui sont assez anciens. Ça n'a jamais réellement porté ses fruits. Donc, il y a aussi la nécessité, ça c'est difficile, mais de potentiellement, et on le voit comment ça a pu être, et comment c'est toujours difficile dans certains de nos pays, d'avoir une filière professionnelle digne de ce nom, reconnue, qui ne soit pas dévalorisée, etc. Et donc, c'est la même chose qui se passe, là je généralise un peu, mais dans certains pays africains, et qui nécessitent vraiment des constructions innovantes, rapides. C'est des choses qui sont lentes, donc il faut des innovations. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi accepter dans ces politiques publiques de temps en temps de faire un peu ce que j'appelle le système D, c'est-à-dire si on doit former des gens, ok, ben on prend des camions et des bus de la formation, on forme comme ça, on met des tentes éphémères pour aussi faire la classe quand il y a pas de classe. Enfin, il faut, c'est évidemment pas pérenne, je suis pas en train de recommander ça comme une politique de long terme. Je dis que face à l'urgence, il faut de temps en temps faire appel à des choses innovantes sur le financement bien sûr, mais aussi sur un système D pour faire que le maximum de gens puissent après transitionner sur des secteurs ou sur des points où ils peuvent vraiment être utiles, valorisés et produire des richesses pour le pays et surtout pour eux-mêmes. C'est face à l'urgence et puis surtout avec le souci de bien comprendre quelle est la demande et pas simplement d'arriver avec une offre toute faite, je pense. Bon, on va passer maintenant à la deuxième partie, je dirais, de notre débat sur effectivement la question de la dette, parce que comme vous l'avez déjà dit, là encore, le Covid a mis en exergue la très faible marge de manœuvre budgétaire des États africains, qui se sont trouvés dans le fond dans l'incapacité de mettre en œuvre des mesures d'amortissement du choc à la fois économique et social du Covid. Ce qui a pu être fait pratiquement partout ailleurs dans le monde. Quand on regarde les chiffres, le paquet en moyenne par habitant est 80 fois plus élevé au Japon qu'en moyenne en Afrique. Je dis 80 fois au Japon et aux États-Unis, par exemple, 60 fois au Royaume-Uni. Donc il y a un vrai décalage qui est lié certainement à la faible marge de manœuvre budgétaire, la faiblesse encore des ressources fiscales des États africains, mais on pourra y revenir, et puis surtout à cette complexité de la dette publique. À mon sens, moins sur la question du volume, parce que là encore, quand on regarde les chiffres, on a une moyenne du continent africain qui est à 65% à peu près du PNB, alors qu'elle est à 200% au Japon, 200% du PNB et je crois 95% pour les États-Unis. Donc c'est plus une question de complexité avec évidemment un très grand partenaire qui est la Chine. Mais la Chine, je dirais globalement, parce que là encore on a une myriade, je dirais, de partenaires chinois qui accroît la complexité du sujet, mais qui fait que cette dette est compliquée à gérer. Alors, je voudrais avoir votre sentiment ici sur, dans le fond, comment est-ce que vous l'analysez cette dette, en particulier vous, Anne-Laure, qui l'a traitée, si je puis dire, toute la jour et nuit. Quelle est votre analyse qualitative de cette dette? Comment est-ce que vous la qualifieriez? Comment est-ce que vous pensez qu'on peut l'aménager de façon plus opérationnelle? Merci. Merci. Alors, ce qui est intéressant, c'est en effet de se rappeler quand même les chiffres, puisqu'on se rappelle tous de l'initiative HIPIC. Au moment où il y a une initiative HIPIC, donc appelons ça dans les années 2000, on est à peu près à 100% de dette sur PIB. Alors, je déteste ce ratio qui n'a aucun sens, mais
comme c'est encore le ratio qui est le plus utilisé, gardons-le quand même comme référence. Donc après, disons, plusieurs IPIC et donc restructuring qui sont faits, disons que la dette donc est passée à peu près à 30%. Donc on parle 100 à 30%. Donc 30%, ce qui en est fait rien et qui laissait des marges de manœuvre pour investir. Et si on regarde l'Afrique subsaharienne, c'est à peu près ça. On passe de 80, parce que ça c'était sur les pays qui ont bénéficié d'IPIC, mais on passe de 80 à 30. Donc, ce qui est en fait, et ce qui s'est passé avant la crise Covid, c'est que à peu près vous passez de 30 à 50. Pourquoi? Parce que les pays ont justement très largement investi dans des infrastructures, dans des dépenses de développement, et donc ils avaient, entre guillemets, pris 20 points de PIB ou 20-25 points de PIB juste avant la crise Covid. Donc, ils entrent dans la crise Covid avec des niveaux d'endettement qui sont plus important que ce qu'ils avaient avant, parce que justement ils ont financé des dépenses vertueuses. Donc ça c'est, alors évidemment il y a des cas différents par pays, j'homogénise, je simplifie, mais ça c'est quelque chose de très important à garder en tête parce que ça veut dire qu'ils étaient dans une dynamique d'investissement. Ce serait difficile de casser une dynamique d'investissement, conférer ce que j'avais dit sur les attentes des populations. Ça c'est la première des choses. Et la deuxième, c'est qu'ils étaient justement à un moment où ils savaient déjà qu'ils étaient plus contraints juste avant la crise Covid. Ils savaient qu'ils étaient proches de ce qui était considéré comme des niveaux acceptables au maximum de la part d'institutions qui peuvent les regarder, que ce soit le FMI ou d'autres. Donc, ils entrent dans la crise comme ça et en effet, avec peu de marge de manœuvre, comme vous l'avez rappelé, et des ressources en perte. Mais ils entrent aussi dans la crise, et c'est ce que vous mentionniez par la nature différente de la dette, alors que la dette auparavant, et l'IPIC le rappelle bien, était essentiellement bilatérale, avec le Club de Paris qui jouait un rôle extrêmement important. Là, la dette a changé de nature. Et elle est beaucoup plus par des émissions obligataires internationales. Il y a maintenant énormément de pays africains qui ont des notations, la très très grande majorité, c'est-à-dire maintenant rare qu'un pays n'ait pas une notation et n'ait pas fait appel au marché, ce qui n'était pas du tout le cas même il y a 5 ans. Enfin, donc c'est une tendance assez récente. Et puis des nouveaux créanciers, que ce soit, là on parle beaucoup de la Chine, j'y reviendrai, mais je ne veux pas qu'on oublie les pays du Golfe, qui là ont une attitude différente par rapport à la dette, là aussi je dirais un petit mot, mais aussi la Turquie, qu'on oublie trop souvent, mais qui n'est pas forcément le créancier le plus facile à gérer quand on a une renégociation à faire. Alors en effet, la Chine est complexe en tant que telle aussi, puisque la Chine a des institutions qu'elle peut dire publiques ou privées. Donc ça complexifie la nature de la discussion de dette, puisque ce n'est pas la même chose si vous négociez une dette entre guillemets publique ou une dette privée. Et donc ça rajoute des complexités dans des lignes de dette chinoise qui sont déjà compliquées. Et là aussi, pour ne pas sursimplifier, mais il y a plusieurs types de dettes chinoises. Il y a la dette chinoise qui a déjà été restructurée, parce qu'il y a finalement beaucoup de dettes chinoises qui ont été restructurées au fil de l'eau et qui finalement ont des taux concessionnels, donc sont aux alentours de 2%, entre 0 et 2%, avec des maturités assez longues. Donc, qui ont plutôt tendance à correspondre aux maturités des investissements qui sont faits, parce que généralement, c'est pour financer des projets d'infrastructure. Mais par contre, ce que ces dettes ont, c'est toutes les clauses cachées, que ce soit des clauses juridiques assez contraignantes, que ce soit le fait d'avoir des comptes qui doivent être déposés à la Banque centrale de Chine, donc on doit déposer du cash à la Banque centrale de Chine, donc évidemment, il faut regarder la dette en tenant compte de ça. Enfin, on ne peut pas juste regarder le montant facial. Et également aussi, on sait tous qu'il y a des mécanismes par lesquels les entreprises chinoises sont impliquées dans les prêts chinois, voulant dire c'est elles qui sont les prestataires, et donc les prix et donc les montants des prêts sont évidemment inflatés et donc ne reflètent peut-être pas des valeurs de marché que d'autres auraient pu donner. Donc, il y a cette complexité de dette-là, cette complexité de différentes entités chinoises, même si les discussions, les négociations avec la Chine ont pu être, ces derniers temps, peut-être un peu plus fluides qu'auparavant, aussi parce qu'ils ont appris à renégocier aussi de manière plus structurée, voulant dire de manière pas moins bilatérale, mais en tous les cas avec un processus qui était un peu plus normé que les toutes premières restructurations, dont d'ailleurs une qui était vraiment un test qui s'est passé en Équateur sur des prêts pétroliers, et où là, il n'y avait vraiment aucune connaissance de comment aborder le sujet de leur... Enfin, en tout cas, il n'y avait pas de doctrine de leur côté, devrais-je dire. Les pays du Golfe, c'est tout à fait différent parce qu'ils ont une approche, enfin, quand il y a une demande, et on l'a vu dans les initiatives d'ISSI, donc de suspension de la dette, ou quand il y a de temps en temps des demandes d'aménagement, c'est des demandes qui sont reçues la plupart du temps extrêmement favorablement, sauf dans certains pays très spécifiques où il peut y avoir d'autres sujets plus globaux, mais donc ils sont beaucoup plus allants. Ça peut mettre un peu de temps, mais la négociation, la renégociation est généralement pas un problème à la fin du fin. Au niveau de la Turquie, il y a souvent un lien
qui est fait entre ces négociations-là et peut-être des litiges commerciaux qui existent pour que tout soit réglé en même temps. Et ça peut complexifier certaines des discussions. Ça, j'ai pu voir ça dans plusieurs cas qu'on a pu être amené à traiter, qui complexifiaient donc et qui font que les choses durent plus longtemps ou ne sont pas réellement résolues. Et donc, tout ça complexifie. Ceci d'autant plus que les dettes turques ont tendance à être liées soit à des financements de logements sociaux, soit à des financements d'aéroports ou de certaines infrastructures. Donc, généralement, des choses assez sensibles pour les pays dans lesquels ils ne veulent pas forcément avoir des problèmes. Donc, tout ça fait qu'il y a une myriade, en effet, de créanciers, qu'on pourrait se dire que la diversification, c'est bien, et c'est vrai d'un certain côté, mais que quand il y a quelque chose à restructurer ou qu'il y a quelque chose à renégocier, c'est pas simple. Parce qu'il y a des créanciers qu'on connaît, c'est ceux qu'on vient de dire, mais les détenteurs d'obligations, on les connaît pas forcément. C'est-à-dire, on sait a priori quand on a vendu un bond, le jour où on l'a vendu, on sait les allocations qu'on a faites, mais c'est pas quelque chose qui est fixe dans le temps. Et pour peu qu'on s'occupe pas forcément de savoir qui détient sa dette au jour le jour, ce qui est la plupart des cas des pays, enfin, donc ça c'est finalement très normal de ne pas le faire au jour le jour. Quand on doit restructurer là aussi, un des premiers travaux qui doit être fait est de dire déjà qui détient ma dette, ce qui déjà en soi demande plusieurs semaines, si ce n'est de temps en temps mois, de réconciliation. On voit bien qu'on ne cède pas tout de suite dans une négociation quand on est obligé de passer ce temps-là. Donc il y a une vraie nécessité là aussi de pouvoir musclé non pas en capacité humaine, parce que les ministères des Finances et les offices des dettes africains ont très, très largement monté en compétences au cours des dernières années, mais il manque de staff. Donc, il y aurait à muscler les moyens humains surtout, qui peuvent avoir pour avoir par exemple un poste de quelqu'un qui s'occupe de suivre les agences de notation, quelqu'un qui s'occupe de suivre justement les investisseurs, etc., qui semblent être des gadgets, mais qui ne sont pas du tout des gadgets, si ça permet de gagner 3 mois sur une restructuration de dette par exemple, et qui évidemment a un coût ou un aspect positif, extrêmement positif pour le pays de gagner tous ces mois. Donc voilà un peu rapidement les quelques observations historiques quand on regarde les choses. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est une plus grande complexité dans ces négociations, quand bien même, et j'insiste encore vraiment, il y a une vraie, sauf pour les pays qui n'ont plus accès au marché, mais ils sont rares et il y a des raisons, mais il y a une grande capacité à pouvoir faire appel aux différents marchés, aux différents créanciers. Donc le sujet n'est pas la ressource, elle peut être chère de temps en temps, mais aussi de temps en temps, elle peut aussi être tout à fait abordable. Le sujet est vraiment sa qualité et aussi son adéquation, puisque si on cherche à financer un projet d'infrastructure en 3 ans, ça ne va pas être très efficace. Il faudrait être capable d'aller chercher du financement à long terme. Et donc ça, c'est des choses qui ne sont pas toujours abordables, tout comme il faudrait être capable d'aller se financer dans sa monnaie, plutôt que de se financer en dollars, en euros, qui crée évidemment un risque de change. Merci beaucoup Anne-Laure, c'est effectivement très, très complet sur un sujet qui n'est pas facile, mais effectivement je retiens bien 2 points dans le fond. Effectivement la complexité actuelle, la complexité croissante de la dette publique, et puis un point qui est déjà revenu à plusieurs reprises, c'est la question des capacités humaines, pas tellement en qualité, mais effectivement en quantité, compte tenu de cette complexité croissante. Wilfried? Oui, moi je voulais rajouter peut-être un prisme différent à l'analyse d'Anne-Laure. Au fond, je pense qu'on arrive un peu à la fin d'un modèle où l'État s'endette pour financer le financement des infrastructures, et que si on veut passer à l'échelle suivante, surtout compte tenu de l'importance des besoins, il faut changer de paradigme. Et le paradigme, c'est de s'ouvrir au secteur privé. Et sinon, on ne va pas s'en sortir. On va aller à 10 à l'heure, là où il faut peut-être aller à 70 à l'heure, parce que le fait de concevoir que pour financer les infrastructures, l'État doit s'endetter, ça crée un goulet d'étranglement, en fait. Et je pense qu'il faut sortir de ce schéma-là, sinon on ne va pas y arriver. Et je pense que la seule façon de s'en sortir, surtout si on veut faire appel plus largement au privé, c'est que l'État, bien entendu, monte en compétences, parce que les privés sont équipés
donc l'État qui négocie avec les privés, on va revenir sur les mécanismes tout à l'heure, doit monter en compétence. Hein, ça, c'est la première chose. La deuxième chose que demande un privé, c'est d'avoir un cadre réglementaire stable sur la durée, clair et stable. Et je pense que ça, c'est fondamental également. Et puis, la troisième condition qui me paraît indispensable, c'est d'avoir des projets qui économiquement sont viables, avec un partage de risques entre ce que le privé peut prendre et ce qui, en résiduel, reste au niveau de l'État. Et cette structuration-là, cette capacité à structurer les choses comme ça, ferait qu'on sortirait du schéma où l'État veut lever de la dette pour financer les infrastructures. Je vais rajouter un point qui est important. En réalité, on en est là. Pourquoi? Parce que la vraie économie n'est pas financée non plus, en fait. Si on ne finance pas l'économie réelle, quels que soient les mécanismes qu'on met en place pour les problèmes de dette, dans 10 ans, on repart à zéro. Donc, en fait, il y a deux choses importantes. Il y a le financement des infrastructures par le privé, mais il y a également la nécessité, je pense, d'avoir une économie réelle plus active, en fait. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'assez important. L'administration, les ministres des Finances, honnêtement, doivent beaucoup plus parler avec le secteur privé qu'avec les institutions bilatérales ou multilatérales dans ces États. Quand vous prenez l'agenda d'un ministre des Finances en Afrique et que vous prenez l'agenda d'un ministre des Finances en Asie, honnêtement, dans une journée de 8 heures, vous n'avez pas les mêmes occupations, en fait. Non, ça c'est très vrai. Non, merci beaucoup Wilfried, et en fait merci parce que c'est une transition parfaite avec finalement la troisième partie, c'est comment effectivement identifier et favoriser, alors peut-être pas des mécanismes de financement complètement alternatifs, mais en tout cas certainement complémentaires à la dette publique. Alors très rapidement, alors vous avez déjà cité un certain nombre d'éléments, notamment cette question de la couverture du risque. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est effectivement exactement ce que vous disiez au départ, c'est-à-dire l'État n'a pas vocation, ou plutôt les financements d'infrastructures ou d'une façon générale, soft, et enfin dure, et je ne sais pas comment on dit, que ce soit la santé, les transports, le digital, n'ont pas vocation à être entièrement couverts par l'État. Et ils n'ont pas vocation à être entièrement couverts par l'État parce que dans le fond, il y a un intérêt à les financer. Et c'est cet intérêt-là qu'il faut qu'on arrive à identifier. Moi, je suis frappée de voir que rien que l'année prochaine, en 2022, il y aura 4, sinon 5 sommets consacrés à l'Afrique. Un avec la Russie, enfin Russie, Afrique, Chine, Afrique, Japon, Afrique, probablement États-Unis, Afrique, qui sont en train d'y réfléchir, et évidemment le sommet Afrique-Europe. Je dirais que l'avantage ici du sommet Afrique-Europe, c'est qu'il me paraît un peu plus égalitaire que des sommets qui consistent à avoir un seul pays en face d'un continent tout entier. Mais ce que je veux dire ici, c'est que ces sommets ne sont pas organisés par charité ou par devoir moral, c'est vraiment une question d'intérêt. Et c'est cet intérêt-là, à mon avis, qu'il faut qu'on arrive à davantage mieux mettre en exergue. Je prends un autre exemple qui est je dirais, la compétition actuelle sur la question des ports africains, qui est une question majeure. Vous voyez tout d'un coup, d'un côté, Dubai Port Authority qui fait alliance avec la CDC britannique
notamment pour entrer sur des ports au Sénégal, en Égypte ou au Somaliland. Donc, on voit bien qu'ils croisent bien, enfin, qu'ils font bien le tour du continent. Et de l'autre, vous avez Abu Dhabi Port Authority qui fait la même chose, mais avec CMA CGM. Donc tout ça, encore une fois, c'est une question d'intérêt. Et on parle bien d'infrastructure. Donc, comment mieux mettre en valeur cet intérêt pour les partenaires privés ? Vous avez déjà tous les deux évoqué un certain nombre de points, mais est-ce que c'est une question effectivement de bonne analyse du risque, enfin, ou d'analyse, je dirais, documentée et fondée du risque africain? Et là, à mon sens, il y a des progrès à faire parce que j'ai tendance à penser que c'est un risque qui est surévalué. D'ailleurs, quand on regarde d'un peu près comment c'est fait, on s'aperçoit que ceux qui répondent, ceux qui documentent un certain nombre de ces analyses n'ont dans le fond jamais mis les pieds en Afrique, mais ils évoquent tout de suite l'absence de gouvernance, la corruption et les risques naturels. Et puis, ce qui est très frappant aussi, l'absence de formation des jeunes qui n'ont jamais exercé d'emploi, selon eux, mais bon, je passe. Donc, est-ce que c'est une question d'analyse du risque? Est-ce que c'est une question effectivement de partage du risque, enfin de couverture du risque? Est-ce que plutôt effectivement de songer uniquement à la dette publique, est-ce que le rôle des États, ce ne serait pas de partager le risque, de couvrir le risque davantage? Des États, et je dirais des appuis multilatéraux. Est-ce que, et ça a été beaucoup évoqué, je vois que ça l'est aussi beaucoup par ceux qui nous écoutent, est-ce que c'est une question de capacité d'absorption, de renforcement des capacités d'absorption, de renforcement des capacités africaines, à la fois de présentation des études, d'identification des projets bancables, de présentation des appels d'offres? Comment est-ce que vous voyez les choses? Alors, Wilfried, est-ce que vous voulez compléter sur ce que vous venez de dire? Oui, dans ce que vous dites, je pense qu'il y a un problème de perception de risque. C'est un vrai sujet. Entre le risque perçu et le risque réel, je pense qu'il y a certainement un travail de plaidoyer pour rapprocher les points de vue, et c'est d'ailleurs la mission de New Road, c'est de faire le plaidoyer pour que le risque qui est pricé soit véritablement pas le risque perçu, mais le proche du vrai risque, en fait. Donc ça, c'est le premier travail. La deuxième chose qui est importante, c'est de dire les mécanismes de partage de risque. Au sommet sur le financement qui a eu lieu au mois de mai, il y a eu l'idée de répartir une partie des DTS et que 33 milliards sur les 650 milliards arrivent à l'Afrique. Et donc, le président Macron a souhaité porter à 100 milliards la part des 30 milliards qui étaient sur la table. En fait. En gros, à aujourd'hui, il faut dire que les pays qui ont été sollicités pour passer de 33 à 100 milliards, le compte n'y est pas encore. En fait. Donc ça, je pense que c'est factuel. Et l'idée, en réalité, si on passait des 30 milliards aux 100 milliards, l'idée, c'est d'en faire un outil, en tout cas, ça fait partie des propositions qui étaient sur la table, d'en faire un outil de partage de risque. En gros, plutôt que de l'utiliser comme un outil des finances publiques, c'est de le mettre comme outil de partage de risque parce que, au fond, pourquoi l'économie n'est pas financée? L'économie n'est pas financée parce que les banques qui financent les entrepreneurs ne veulent pas prendre un certain nombre de risques. Et donc, en réalité, il faudrait sectoriellement, avoir un outil de garantie nationale et le pays doit normalement définir des secteurs prioritaires et ce mécanisme de garantie nationale splitté en secteurs et donc avec un accord avec les banques commerciales
pour pouvoir financer l'économie. À ce prix-là, Ouais. on peut limiter la dette publique. Ouais. Si on ne fait pas ça, mécaniquement, rendez-vous dans 10 ans pour que la dette publique redevienne à un niveau élevé. Donc ça, c'est l'économie réelle. De la même façon, pour le financement des infrastructures, il y a des mécanismes innovants comme le PPP, j'espère qu'on pourra en parler, parce qu'il y a un réel travail sur les PPP qui sont très utiles et on pourra en parler également pour le financement des infrastructures. Donc, je disais deux choses, le financement de l'économie et le financement des infrastructures et utiliser pour les deux des mécanismes innovants pour sortir du blocage dans lequel on est aujourd'hui. Mais sur ce sujet, si vous me permettez de rebondir sur ce que vous venez de dire, sur ce sujet de réallocation des droits de tirage spéciaux qui ont été additionnels de 650 pour l'enveloppe globale, dont effectivement, pour l'instant, avec les mécanismes actuels d'allocation, il y en a un peu moins de 30 pour les pays africains. Oui. Avec cet engagement du sommet de Paris de passer à 100, oui. Pour lequel, à ma connaissance, seule la France a pour l'instant rendu sa copie. En mettant 20 sur la table. Quand vous dites que ça pourrait servir en partie justement à cette couverture du risque, qui gérerait selon vous? Est-ce que ce serait la Banque africaine de développement? Est-ce que ce serait les banques centrales? Est-ce que ce serait… Parce que c'est effectivement une idée majeure. J'ai le sentiment qu'on se heurte un peu aujourd'hui à la question de qui aurait la responsabilité de cette gestion du partage du risque. Alors, au secours. C'est peut-être un non, il n'y a pas de problème. Je travaille très activement là-dessus, il n'y a pas de problème. Alors, donc, en effet, la première allocation, 650, et en effet, 32 milliards en Afrique. Alors, je veux juste préciser, tout a été payé, hein, donc et donc tout a été versé, mais il y a encore l'usage, parce que quand on verse un DTS, c'est à la Banque centrale. Donc, il y a après l'usage de ces DTS qui n'est pas encore arrêté chez tout le monde. Il y en a certains qui l'ont déjà tout de suite converti et il y en a d'autres qui sont encore en train de se battre avec le FMI. Là, ça sent le cas réel pour après pouvoir allouer dans différentes poches. Donc, j'ai envie de dire, même la première allocation n'est pas encore terminée, même si c'est déjà bien d'avoir reçu l'argent. En effet, deuxième allocation et troisième allocation. La deuxième allocation se fera par le PRGT, donc si on simplifie, par un trust qui existe déjà au sein du FMI et qui permettra en effet d'augmenter le montant disponible pour les pays les plus pauvres, ce qui est bien normal, mais ça pose quand même le problème de certains pays qui sont en difficulté, qui n'y ont pas le droit, et donc ça complexifie les choses. Autre complexité technique, quelles sont les conditionnalités pour avoir le droit de bénéficier de ce PRGT? Alors, il y a je ne vous embête pas avec les détails, mais il y a des détails aussi quand même importants que faut-il être sous programme ou pas à un moment donné? Et alors, qu'est-ce qu'on fait pour les pays qui sont plus nombreux qu'on croit, qui sont entre deux programmes? Bon, donc on voit que la tuyauterie là-dessus, elle n'est pas encore complètement résolue. Mais imaginons qu'elle le soit, parce que finalement, il n'y a pas de raison qu'elle ne le soit pas. En effet, au-delà de ce qui a été promis, le compte n'y est pas du tout. La France, en effet, a dit qu'elle participait. D'autres pays ont dit plus soft qu'ils participaient. D'autres pays ont dit qu'ils pensaient participer. Si vraiment on veut être très, très optimiste, on dit qu'on est proche d'un compteur plus proche de 60-70, mais c'est vrai qu'on n'y est pas encore officiellement, donc il faut être extrêmement prudent. Les 100, par contre, on en est encore loin, malheureusement, même si c'est évidemment un objectif qui a été réaffiché. Alors après, en effet, comment est-ce qu'ils sont donnés? Puisque il y a certains pays qui voudraient les donner en direct, et ça, le FMI, pour le moment, refuse complètement. Donc, ça complexifie aussi tout ça. Il y a certains pays, par exemple, comme l'Allemagne, qui expliquent que c'est pas possible parce que c'est contraire, c'est du financement monétaire, et donc c'est contraire aux bonnes pratiques. Donc, les tuyaux, quand même, là-dessus, sont aussi un tout petit peu complexes, et on n'arrive pas forcément encore à les faire. Alors, une des idées, c'était de donner une partie de ces DTS, en effet, aux banques de développement. La BAD était une de ceux auxquels on avait imaginé. Pourquoi? Parce que le FMI peut donner des DTS à ce qu'on appelle des prescribed holders. Je suis désolée, je ne me souviens plus du nom en français, mais on va dire des gens qui ont été identifiés comme ayant le droit à recevoir. Bon.
Sauf qu'une fois qu'on a dit ça et que c'est à la BAD, comment ça se distribue en effet? Il faudrait créer un comité ad hoc. Tout ça n'est pas non plus, enfin tout ça est discuté bien sûr, mais tout ça n'est pas du tout abouti. Donc, je ne veux pas dire que c'est le flou parce que ça serait extrêmement injuste par rapport aux gens qui travaillent depuis de très nombreux mois là-dessus, mais il y a encore beaucoup de détails techniques à régler. Au-delà des intentions politiques pour que cette deuxième allocation voit le jour d'ici à la fin de l'année. Et il y aura une troisième allocation, et là je la sursimplifie, elle sera au premier semestre de l'année prochaine, 2022, et elle sera, on va dire ça, autour d'un fonds de résilience. Là aussi, je schématise, il y aura peut-être 2 fonds et pas juste un seul fonds, mais appelons ça fonds de résilience. C'est un peu un fonds de prévention des crises. Et donc après, maintenant aussi, le débat sera, est-ce que c'est pour des crises climatiques? Est-ce que c'est pour des crises comme le Covid? Est-ce que c'est... Donc là, on va dire que c'est encore plus, c'est pas embryonnaire parce que c'est réfléchi, mais c'est un peu plus loin aussi que la deuxième allocation. Donc normalement, on devrait fonctionner sur ces allocations-là, mais on n'est pas encore ni dans la certitude des montants, ni dans la certitude encore de la gouvernance et des choses à faire. Donc, bien sûr, tout ça est très positif, c'est des ressources supplémentaires, mais il faut certainement y penser. Mais je ne pense pas qu'il faille forcément compter uniquement là-dessus, aussi vu certaines peut-être difficultés de mise en œuvre qui peuvent faire jour. Et encore une fois, un pays comme la Tunisie, par exemple, qui aurait quand même besoin d'aide, n'est pas éligible, par exemple, à la deuxième allocation. Donc qu'est-ce qu'on fait quand même quand il y a ce type de sujet qui se passe? Mais ce qui est important quand même de noter, quel que soit le montant, c'est plutôt que d'en faire un outil de soutien aux finances publiques, c'est l'utiliser véritablement pour financer comme un outil de levier pour financer, de partage de risques, pour financer l'économie réelle. Et à ce prix, on évitera de se retrouver dans 10 ans encore à demander des moratoires sur les dettes publiques, en fait. Et parallèlement à ça, qu'on revigore le financement de l'économie réelle, il faut trouver une solution pour le financement des infrastructures sur les biens essentiels. Et c'est en marchant sur ces deux jambes, finalement, c'est-à-dire le financement des infrastructures qui ralentit la croissance économique si on ne le fait pas, et le financement de l'économie réelle par ce mécanisme, ce ballon d'oxygène qu'on aurait par les DTS, à supposer que ça aille jusqu'au bout. En faisant ces deux éléments, je pense qu'on peut arriver à durablement soutenir la relance économique post-Covid. Peut-être qu'il faut parler des mécanismes de financement PPP qui sont une vraie alternative aux dettes publiques, en fait. Je pense que moi, je peux donner un petit panorama pour commencer. S'il y a un véritable attrait de ce mécanisme-là en Afrique, et je vais commencer déjà par donner, j'ai malheureusement que des chiffres de 2013, 2014 et 2015 sur le continent. Il y avait en 2013 322 projets, en 2014 253 et en 2015 300. Disons, grosso modo, 300 projets et avec des valeurs de 222 milliards en 2013, 325 en 2014 et 375. Ça veut dire qu'en fait, en valeur, il y a de gros projets. Et comment ça se répartit? Ça, c'est des projets financiers en PPP. Comment ça se répartit? On a sur l'Afrique du Nord, sur les 300 projets, il y en a environ 30 en Afrique du Nord. En Afrique de l'Ouest, il y en a 80. D'accord. En Afrique centrale, il y en a 23. En Afrique de l'Est, 60 à peu près. Et en Afrique du Sud, il y en a 100. En gros, c'est l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud qui sont les locomotives. Et on sent une tendance de fond se pointe, c'est-à-dire que l'Afrique de l'Ouest utilise de plus en plus ce mécanisme de PPP-là pour financer les infrastructures pour les services essentiels. Et donc, cette tendance de fond, je pense qu'il faut comprendre cette tendance, il faut l'accompagner.
Le PPP est un outil très complexe parce que, en réalité, ce qu'on est en train de dire, c'est que on demande un partage de risque entre le privé, à qui il est choix de faire ces investissements-là, et le privé. Le privé ne le fait que compte tenu des 3 éléments que j'ai indiqués tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un cadre clair, qu'il y ait des projets viables et qu'il y ait, de part et d'autre, une capacité à le faire, parce que c'est des contrats qui sont complexes à monter, et qui, si on veut éviter les asymétries de compétences, il faut que les États se dotent également sinon, on va arriver à des situations où les PPP, qui sont de bons outils, vont être décriés. Si on prend, par exemple, ce qu'on observe sectoriellement, par exemple, il y a eu énormément de projets, il y a eu environ sur l'énergie, on est passé de 30% des projets qui ont été réalisés à 28%. Donc, en fait, ça a commencé par l'énergie, en valeur, en pourcentage, ça se tasse un peu. Ensuite, le transport est passé de 18 à 37%, donc montée en puissance des projets autour du transport. Ensuite, il y avait l'immobilier, mais qui était aussi important. Il est passé de 17% à 6%. Et ce qui est préoccupant, c'est que la portion liée, par exemple, à l'eau et aux autres services de base sont relativement faibles. Mais ça, est-ce que c'est pas justement une question apparemment de moindre rentabilité? Parce qu'effectivement, a priori, à première vue, ça paraît moins intéressant de financer des projets relatifs à l'eau ou à l'éducation que de financer un projet portuaire. Je pense que, en fait, les PPP, il y a 2 catégories. Il y a les PPP où, en fait, l'utilisateur paye. Il y a les PPP où, en réalité, l'État paye des redevances pour qu'un privé puisse construire, mais on étale le financement sur la durée. L'État paye des redevances. Donc, et puis, il y a des projets sur lesquels on fait un mix des deux. En général, pour les projets sociaux, en réalité, le privé construit et l'État paye des redevances parce que finalement, à moins de faire payer les usagers, en fait. Ce qui, il faut le dire, ce qui décolle, c'est surtout les services essentiels payants. Donc, c'est tout ce qu'il y a autour des ports, tout ce qu'il y a autour des transports, tout ce qu'il y a autour de l'électricité, parce que souvent, vous avez des contrats de take-or-pay, c'est-à-dire que le privé ne voit pas l'incidence, puisqu'en fait, l'État s'engage pas via la Société nationale à lui racheter l'électricité produite. Ce qu'il faut, c'est également trouver les moyens pour embarquer dans cette dynamique-là toute la partie bien essentielle sociale, en fait. Et donc là, c'est pas les usagers, ça peut être un mix, hein, l'usager peut payer également, pas les infrastructures, mais les services liés à, si vous prenez par exemple le cas de la santé, le cas de l'éducation, après il faut voir qui fait quoi. Ce qui est important, c'est vraiment mettre sur la table ce qu'on veut que le privé finance et quelle est la contrepartie. Une fois que ça c'est clair, le privé est toujours partant quand il sait ce qu'il finance et comment il se rémunère en fait. Bon, ben, merci beaucoup. Je crois, Patrice, je parle sous votre contrôle, mais je pense qu'il faut qu'on passe aux questions du public. Oui, alors, J'avais peut-être 2 points sur lesquels, si on peut revenir, c'est cette question des capacités. Vous en avez parlé, Anne-Laure, quand vous parliez du traitement de la dette. Vous en avez parlé, vous aussi, Wilfried, sur la capacité à présenter des projets bancables. Et j'ai le sentiment que c'est des projets bancables. J'ai le sentiment que c'est aussi une question qui revient très régulièrement, en tout cas comme une condition majeure d'amélioration et de renforcement de ces sources complémentaires de financement. À partir de là, qui peut le faire et comment le faire? Là, je trouve que c'est une réflexion qu'il faut qu'on ait.
Est-ce que c'est un sujet justement pour ces différents sommets qui nous attendent? Et puis j'ai une deuxième question qui est, alors on a finalement pas mal parlé au niveau des pays, mais comment faire pour arriver à, ou est-ce qu'il n'y aurait pas un besoin enfin, quelque chose à renforcer en matière de financement de projets régionaux, à la fois supranationaux au niveau régional? Est-ce qu'on peut traiter avec les organisations régionales et comment? Mais je dirais infra-nationaux, les projets avec les grandes villes, parce que finalement, quand on parle de biens essentiels, notamment eau, énergie, gestion des déchets, transport en commun, c'est souvent un sujet de ville. Et on sait tous qu'en Afrique, les 20 plus grandes villes sont plus importantes que les 40 plus petits pays. Donc, c'est un sujet majeur. Je ne sais pas si on a les instruments qu'il faut, ou au contraire si, ou si c'est quelque chose qu'il faudrait effectivement renforcer ou développer. Mais peut-être, Patrice, je parle sous votre contrôle, on laisse nos auditeurs… Absolument. Alors, on a des questions qui ont déjà été posées. Je vais revenir un petit peu sur quelque chose de très concret. Je pense que ça va beaucoup vous parler, Wilfried et Anne-Laure. La question qui est liée simplement à la puissance relative financière des États compte tenu de leur faible assiette fiscale. Dans le temps, et je parle sous votre contrôle bien évidemment, mais il me semble que sur les 15 ou 20 dernières années, l'assiette fiscale d'un certain nombre de pays africains n'a absolument pas grandi. Nous sommes dans des pays dont il faut reconnaître qu'à 70 ou voire plus d'ailleurs, près de 80%, l'économie reste informelle. L'emploi d'ailleurs reste informel et que donc l'assiette fiscale est faible. Tout à l'heure, Anne-Laure, vous disiez il faut arriver à prioriser. Il y a une question qui est vraiment posée sur alors, est-ce qu'on doit en revenir à des questions plutôt liées à l'aide budgétaire? Je sais pas. Est-ce que je peux juste intervenir pour effectivement donner quelques chiffres? Le plus frappant à mon égard, c'est l'exemple du Nigeria, qui est quand même censé être la plus grande, sinon la deuxième plus grande économie d'Afrique, et dont l'assiette fiscale, si je peux dire, c'est 8%. Oui. Le montant des recettes fiscales… En moyenne, vous avez tout à fait raison. En moyenne, on est à 27, alors qu'en Europe, on est à 49. Exactement. En moyenne, on est autour j'allais même dire 20% en fait, mais 27. 22, on est à 22%. Ok, voilà. Donc, et en fait, ça montre bien pourquoi on est au bout d'un modèle, c'est-à-dire l'État collecte les recettes fiscales et s'endette pour financer les infrastructures. Ça ne marche pas à cause justement de l'existence de ce secteur informel. Donc, il faudrait que ce soit les usagers qui payent les services essentiels. Et donc, les PPP contribuent à ça. Parce que l'État ne peut pas collecter les recettes pour aller lever. C'est d'ailleurs un des problèmes de la dette des pays africains, c'est qu'ils s'endettent. La capacité à rembourser de l'État dépend de sa capacité à collecter l'impôt. Et la capacité à collecter l'impôt est faible parce que le secteur informel est trop important. Et je pense qu'une façon de sortir de ça, c'est justement les mécanismes comme les PPP qui permettent de faire appel à des privés sous l'angle que si le service est de qualité, s'il existe, s'il est bien rendu, les usagers sont prêts à le payer. Et après, c'est une question de curseur, parce que j'ai lu des polémiques autour des frais de péage au niveau des autoroutes, entre l'autoroute de Yamoussoukro, l'autoroute de Tanger et l'autoroute que Eiffage a construit au Sénégal, Diamniadio. Je pense que le coût de revient du péage dépend en réalité du mix entre ce que le privé doit retirer et la contribution que fait l'État, en fait. Et ce mix-là, il évolue projet par projet. Donc, c'est très difficile de dire, dans tel cas, on paye X fois on paye un péage à temps, et que dans d'autres pays, c'est tant. Tout dépend. C'est vraiment projet par projet que fonctionne le PPP, et d'où la structuration du PPP nécessite de la capacity building
de part et d'autre, parce que les privés ils viennent très équipés, les États doivent également très équipés pour s'assurer qu'ils comprennent les engagements qu'ils sont en train de prendre. Anne-Laure, vous voulez… Anne-Laure, oui, peut-être un commentaire sur les sujets de fiscalité. Il ne faut pas juste tout résumer à formel, informel. Hein. Je crois qu'il faut parler de choses dont on aime de temps en temps pas parler, c'est-à-dire vraiment d'une refonte aussi de la fiscalité. Quand vous avez des grands groupes qui ont des ressources et qui peuvent certainement contribuer plus fortement d'une manière ou d'une autre à la vie ou à la fiscalité de pays, il faut aussi le courage de pouvoir avoir des vraies discussions avec eux sur le partage de la valeur. On pourrait faire des heures sur le cacao en Côte d'Ivoire, par exemple. Il y a des choses qui ne vont pas ni dans la manière dont les forêts ont été traitées, ni dans la manière dont le prix n'a pas augmenté pour les paysans. Donc là-dessus, il faut un vrai courage d'une refonte d'une fiscalité qui touche aussi les grands groupes. Pourquoi est-ce qu'on en a peur? Parce qu'on se dit, tout d'un coup, on va perdre en attractivité, ou on va perdre potentiellement des groupes qui investissent. La réalité, c'est qu'il faut aussi toujours regarder les rapports de force. Quand vous avez deux pays, le Ghana et la Côte d'Ivoire, qui sont quand même à 70% ceux qui donnent qui vendent du cacao au monde, il y a peut-être quand même des possibilités de pouvoir s'allier, ce qu'ils ont pu faire, mais de rester alliés aussi pendant le Covid, ce qu'ils ont un peu moins réussi à faire. Et ne parlons même pas de fiscalité des mines ou d'autres choses, où là, les exemples sont encore plus édifiants. Lié à ça, il ne faut pas non plus se cacher derrière certaines choses. Il y a des sujets de corruption qui existent et qui sont, quand on regarde des mannes qui pourraient être récupérées en termes de volume et d'assiette, les mannes qu'on récupérait sur des sujets de corruption sont à date beaucoup plus importants que le fait de faire passer 5% d'économie informelle à informelle, ou voire même 10% dans certains pays. Donc les grandes masses, elles sont autour de ces deux poches que je donnais là, tout comme aussi elles sont sur le fait de temps en temps rationaliser des choses qui ne le sont pas du tout. Je pense en particulier à des subventions d'électricité ou à des compagnies locales d'électricité où on marche complètement sur la tête et où là, évidemment, elles arrivent à gréver le budget d'un État. Je pense en particulier à Guinée, mais il y a beaucoup d'autres États qui sont dans ce phénomène-là. Donc, il faut une refonte de la fiscalité. Et il faut après, alors c'est ça le côté positif du mouvement, selon moi, ESG, et de cette mode dans laquelle tout le monde veut des émissions sociales et autres. La chose qui est bonne là-dedans, c'est que si c'était bien fait, ça forcerait les gouvernements à regarder les lignes de leur budget, une par une, et d'allouer réellement et de flécher réellement à des dépenses qu'on associe, enfin qu'on assimile à des dépenses sociales ou à des dépenses prioritaires, etc. Et donc, ça permettrait une gestion encore plus fine parce que fléchée du budget et donc de l'allocation des ressources. Mais, encore une fois, ne nous leurrons pas sur ce sujet de fiscalité, tout comme ne nous leurrons pas, je reviens sur le sujet des risques africain. Bien sûr que le risque africain est beaucoup trop fortement perçu. Donc, je pourrais vous abreuver de statistiques qui montrent que les pays africains, par exemple par les agences de notation, ont été absolument maltraités. Mais ils sont maltraités pour des questions évidentes. Parce qu'il y a ce ratio de dette sur PIB qui est regardé de manière prioritaire, alors qu'il faudrait regarder un ratio de couverture de ressources. Donc ça pénalise beaucoup. Aussi parce que les agences de notation regardent des choses comme des indices de gouvernance, mais il y a certains indices de gouvernance qui sont absolument pas adaptés aux pays africains, et aussi parce qu'on regarde pas du tout, moi c'est peut-être la chose qui me choque le plus, il n'y a aucune de ces agences qui pose la question à un gouvernement: combien vous dépensez pour votre jeunesse, qui serait quand même peut-être la première question à poser. Bon. Et ce qui est peut-être encore plus inquiétant, c'est que de temps en temps, tous les gouvernements ne savent pas répondre à la question en une seconde. Donc, ce qui montre bien qu'on ne regarde pas forcément les masses de la bonne manière. Donc, je crois qu'il faut repenser ça et qu'il faut déjà avoir ces équilibres en place. Après, capital humain et bien sûr, savoir structurer, bien sûr, savoir attirer les capitaux privés, mais bien évidemment. Maintenant, il y a une chose dont on parle là aussi pas assez, c'est les sujets de gouvernance. Si vous saviez qu'il y a quand j'ai une personne, je me comprends, c'est-à-dire une cellule, évidemment, ça ne peut pas être une personne, qui est en charge des investissements étrangers ou de tels grands projets, si c'était clair pour tout le monde, mais ça éviterait que les gens aillent dans 25 ministères sur des trucs qui n'avancent pas. Enfin, je veux dire, n'importe qui a essayé de faire cette expérience, d'ailleurs, c'est pas qu'en Afrique, ça. Il y a bien d'autres pays où c'est comme ça. Ça ne fonctionne pas. Vous avez de temps en temps la chance d'avoir en effet un investissement
investissement étranger qui est fait parce que, voilà, je sais pas, le président a rencontré tel entrepreneur qu'il a trouvé sympathique et donc ça se fait. Mais c'est pas fait de manière structurée. Donc, il faut aussi déjà se donner la gouvernance et le pouvoir, par exemple, ce groupe de gens, de pouvoir avancer, décider, pouvoir après faire appel au président, au Premier ministre, peu importe, pour pouvoir passer des décrets rapidement quand il y a besoin de faire ça et qu'on ne soit pas déjà en train de perdre du temps par rapport à ces choses-là. Cette gouvernance-là, elle est extrêmement importante parce que si vous avez des projets ficelés, mais surtout si vous avez des gens identifiés qui sont les gens qui sont vos porteurs de projets ou les gens qui sont vos interfaces au sein d'un gouvernement, au sein de cellules, ça change absolument tout pour l'investissement étranger. Donc, je crois que c'est des choses finalement simples, de bon sens, mais qui seraient très utiles d'arriver à mettre en œuvre. Patrice, ouais. Oui, deux remarques, Anne-Laure. Enfin, d'abord, la première sur le partage de la valeur. Je pense que c'est un sujet en soi. Sur les services essentiels, en fait, il y a un buffer très clair et très simple. C'est qu'il n'est pas acceptable socialement de faire des profits, ou j'allais dire des maximisations de profits dans l'eau, dans l'énergie, dans les déchets, etc. D'autres secteurs, plus agroalimentaires, plus miniers, plus ressources naturelles, je comprends très bien. En revanche, le partage de la valeur, il se fait de manière très limitative et très organisée, d'une façon d'ailleurs très, j'allais dire, naturelle. On ne peut pas gagner, on ne peut pas faire des TRI de 22-24% sur de la distribution d'eau, sur de la production d'eau, sur de la collecte et du traitement des déchets, etc. C'est juste, c'est pas possible, parce que c'est inacceptable socialement et que tout ce dont nous parlons depuis tout à l'heure se traduit par des tarifs à un moment donné, et que ces tarifs, ce sont les gens qui les payent. Et donc, vous vous faites très rapidement limiter dans, je dirais, ce partage. Et en même temps, je trouve que c'est extrêmement naturel et extrêmement sain. Mais je suis mille fois d'accord sur les questions de refonte de la fiscalité. C'est évidemment un phénomène particulièrement important. Je voulais juste rebondir sur les PPP, parce que je vois que le temps passe et il faut qu'on puisse prendre quelques questions, mais juste, Wilfried a raison, les PPP ont connu des heures de gloire, ils ont connu ensuite un anathème un peu général depuis à peu près 6 à 7 ans maintenant. C'est en train de revenir et je suis assez, je voulais vous le dire parce que je pense que c'est important de voir que certains pays ont compris l'importance du levier d'accélération que ça pouvait représenter. Certains pays, institutionnellement, s'organisent avec des ministères de PPP qui permettent vraiment de concentrer en fait le savoir-faire dans un endroit et avec des équipes. Et je peux vous assurer que c'est, pour moi, avoir rencontré effectivement certaines de ces équipes dans les pays, c'est très étonnant parce que là, on voit qu'il y a une vraie prise de conscience au plus haut niveau de l'État d'une part, et deuxièmement, effectivement, la mise en place des régulations, des institutions qui permettent d'accélérer les projets. Patrice, quelle question Alors, on a eu des questions tout à l'heure qui me semblaient évidemment intéressantes, et je crois que et Wilfried et Anne-Laure pourraient y répondre sur en fait la question en fait des indices les mesures en fait de performance qui sont faites dans les objectifs monétaires et financiers. On a de manière assez traditionnelle des questions qui sont des ratios sur le PIB, sur l'endettement, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une émergence d'autres indicateurs qui permettraient de mesurer à la fois le dynamisme et en même temps l'accélération d'efforts de la part de certains États? Alors peut-être Anne-Laure. Oui. Je vous entends pas, Anne-Laure. Non, pardon, je suis un peu nulle avec l'ordinateur, excusez-moi. Non, je disais, la question est très large. Si j'essaye de revenir à certaines choses, en fait, je crois que ce qui est important, c'est de revenir à finalement des métriques qui sont simples. Est-ce qu'un État gagne assez d'argent pour financer ses sorties, donc par exemple ses remboursements de dettes? Est-ce que le poids des remboursements de dettes par rapport aux dépenses qu'il fait lui-même est acceptable en termes de pourcentage? À partir du moment où ça dépasse 30%, 40% du budget d'un État qui lui-même a besoin d'investir beaucoup, on peut se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça, après, on va dire, si j'appelais ça des mesures de cash flow, mais c'est quand même un peu ça qu'on peut garder en tête.
Après, il y a évidemment des mesures de solidité qu'il faut regarder, qui consistent aussi à regarder quelles sont les échéances auxquelles on fait face dans les prochaines années. Est-ce que c'est pas trop? Est-ce qu'on ne doit pas lisser ces courbes de dette? Est-ce qu'on ne doit pas faire toutes ces choses-là? Et donc, ces opérations qu'on appelle généralement de liability management pour essayer de ne pas avoir de mur de refinancement et pas se créer comme ça un mur de liquidité. Après, il y a évidemment, alors c'est moins pertinent pour des pays qui sont dans une zone monétaire, qui eux ont d'autres sujets, d'ailleurs la pertinence de la zone elle-même, mais peut-être on ne va pas entrer dans ce débat-là juste maintenant, mais c'est évidemment la couverture des réserves de change, qui là aussi est un vrai sujet, et qui est regardé, mais qui n'est peut-être pas regardé de manière aussi fine ou en dynamique comme ce qu'elle devrait être, puisque on la regarde peut-être sans regarder vraiment des chocs forts. Et ça, c'est aussi peut-être une des choses que le Covid a rappelé, la nécessité de regarder des chocs forts sur des agrégats fondamentaux. On pourrait continuer sur les choses qui sont importantes, mais voilà, moi, enfin, si je devais en citer 3, pour simplifier, voilà en tout cas celles que je considère être importantes, parce qu'évidemment, j'ai un prisme, qui est le prisme de la liquidité et du fait de pouvoir qu'un État puisse continuer à avancer sur ces sujets. Et donc, c'est pour ça que je regarde ça en particulier avec mon prisme. Merci. Wilfried? Ouais, non, moi c'est surtout l'efficacité de la dépense que moi je regarde, parce que c'est elle qui crée la dette, en fait. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a des grands projets, comment on les exécute, est-ce que c'est fait, est-ce que on met la bonne infrastructure là où il faut, et est-ce qu'on s'assure de son efficacité, plutôt que de mettre en place des infrastructures qui sont surdimensionnées, ou alors des infrastructures dont l'exécution engendre des surcoûts qui se transforment en dette quelque part. Et donc, l'appréciation de l'efficacité de la dépense publique, elle est fondamentale pour comprendre les structures de dette des pays, en fait. Je voudrais revenir sur ce qui était dit tout à l'heure, parce que en effet, il faut, en fonction des dépenses que l'on fait, il faut des financements appropriés. Quand de temps en temps, on voit que des pays, pour des obligations sociales, émettent à des taux de 6%, 7%, ça n'a évidemment aucun sens. Une dépense sociale, ça doit être financé entre 0 et 2%. Alors là, évidemment, je schématise que ça dépend des taux, etc. Mais c'est quand même pour dire ça, ce qui revient un peu à ce qui a été dit sur les sujets d'eau et de retour. Après, en effet, un projet qui aura plus de retour peut accepter d'être financé à des conditions plus chères. Et les communs, évidemment, doivent être la chose qui est la moins chère par définition pour tout le monde. Donc, en fait, là aussi, il faudrait, quand on dit revoir les priorités, il faudrait aussi revoir les hiérarchies. Et je fais lien aussi avec ce que Nathalie disait tout à l'heure sur les différentes échelles. Parce qu'il faut évidemment une échelle internationale. Pour moi, ce que j'appelle les communs, c'est peut-être pas le meilleur des termes, mais c'est à ce niveau-là. Ensuite, il y a les échelles régionales, où il y a en effet la nécessité de financements régionaux. Pour l'Europe, ça peut être l'Europe, pour d'autres, ça peut être des zones, ou multizones. Et donc là, ça doit être des projets qui sont financés par un ensemble plus petit, évidemment, que le commun international. Après, il doit y avoir ce qui est financé au niveau national, et ensuite, il doit y avoir ce qui est financé au niveau, en effet, des villes, ou même après, entre guillemets, plus bas. Et là, on n'a pas du tout cette hiérarchie des financements qui est faite proprement, parce que les taux de financement sont dans tous les sens, et aussi parce que il y a certaines villes qui ne sont pas encore forcément en capacité non plus de s'endetter ou d'avoir une signature, parce qu'il faut elles-mêmes qu'elles attendent que leur pays ait aussi une signature et donc ait fait ses preuves dans les marchés, par exemple, si je prends juste cet exemple-là. Mais donc, cette hiérarchie des financements, cette adéquation des taux de financement avec l'usage qu'on en fait, c'est la chose la plus importante et la plus fondamentale. Et quand on prend 5 minutes pour mettre ça en équation, quand on regarde n'importe quel budget d'un État, et on pourrait d'ailleurs prendre aussi évidemment des économies avancées, mais c'est beaucoup plus criant pour des économies émergentes, ça n'a absolument aucun sens. Et donc évidemment, quand vous vous mettez avec des dépenses qui n'ont aucun sens, financées, avec des taux de financement qui n'ont aucun sens sur des dépenses essentielles, évidemment, ça ne va certainement pas vous mener au fait de ne pas devoir restructurer votre dette d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est quelque part une espèce d'échec annoncé
Et donc, il faudrait mieux qu'on essaye de mettre un peu d'ordre. C'est pour ça que je trouve cette initiative ESG finalement intéressante pour ça, si elle est bien faite et s'il n'est pas juste un gadget, parce que ça fait plaisir à tout le monde de dire obligation verte, sans qu'on regarde vraiment si les dépenses sont fléchées dans du vert, dans du social, dans ce qu'on veut, en fait, finalement. Merci, merci. Patrice, est-ce qu'on a le temps de prendre encore une question? Alors, il y a une dernière question qui est liée à la gouvernance. Je voudrais la poser, enfin, je la reprends, elle nous a été envoyée sur notre QNR. Est-ce que les États font l'effort d'une gouvernance adaptée et équilibrée entre eux et le privé, et non à chaque fois sont tentés de faire valoir une suprématie de la puissance publique? C'est une tentation qui doit certainement exister. Mais ça, je pense que c'est un peu l'expérience des… À la fois, je pense que Wilfried et Anne-Laure ont une opinion sur ce sujet-là. Je pense que moi, j'ai observé depuis le mois de mai une prise de conscience des États à se recentrer sur leur rôle et à tracer le cadre qu'il faut pour que le privé puisse se mouvoir. Mais c'est une condition essentielle. S'ils veulent avoir accès aux capitaux du privé, il va bien falloir qu'ils acceptent la gouvernance qui va avec. Je vous ai pas parlé en détail du PPP, mais le PPP ne peut marcher que s'il y a un partage de risques, un dialogue entre le public et le privé. Et comme on parle d'infrastructures qui sont des infrastructures de 20-30 ans, il faut qu'il y ait également la signature, la fiabilité de la signature. Il faut qu'il y ait la pérennité de la signature. Je ne parlerai pas des cas de déboires qu'il y a pu avoir dans le passé, au Gabon. Et donc, on voit bien, c'est toute la difficulté. Le problème, ce n'est pas les liquidités. Les liquidités existent. Mais quand on s'engage sur 20-30 ans, on engage la signature de l'État. Et si on faillit une fois, on fait fuir beaucoup d'investisseurs. Et c'est vraiment l'enjeu. Moi, je ne suis pas inquiet sur l'attractivité. En fait, le monde est gorgé de liquidités avec des rendements aujourd'hui qui sont très bas. Où est-ce qu'on trouve des rendements élevés? Mais c'est sur le continent. Mais les gens ne vont y aller que si ils s'engagent sur 20-30 ans, ils ont l'assurance que ce qui est dit sera respecté de façon pérenne. Et donc, ce sujet-là, pour moi, c'est un sujet de gouvernance. Mais j'observe une évolution dans le rôle de l'État. En réalité, ça nécessite une transformation de l'État, en réalité. Que l'État accepte quel est son rôle et trace le cadre pour que le privé puisse se mouvoir. Je suis assez optimiste sur le sujet, même si, à mon avis, il y a encore du chemin à faire. Sur les sujets gouvernance, je pense vraiment que les États en ont pris conscience. Je pense que c'est plus après un déficit quand je dis du secteur privé, c'est pas du tout accusateur par rapport au secteur privé. C'est au contraire le fait de dire qu'il ne peut pas ou qu'il ne se développe pas assez. Et Wilfried le disait très bien tout à l'heure, il n'y a pas de secteur bancaire adéquat pour ça. Donc l'État, en fait, au fond, est beaucoup plus en substitution la plupart du temps qu'en volonté d'hégémonie. Et donc c'est pour ça qu'il faut bien s'attaquer à, entre guillemets, une des racines du mal qui consiste à être en capacité de financer l'économie réelle. Ça veut dire qu'il faut que les banques arrêtent d'acheter aussi des obligations d'État. Ça veut dire qu'il faut qu'elles aient des bilans suffisamment solides. Ça veut dire aussi qu'il faut qu'on sache avoir des offres de prêts et qu'elles sachent avoir des offres de prêts adaptées. Sur le microcrédit, finalement, il y a des initiatives qui savent se tenir. Sur des compagnies beaucoup plus grandes, il y a aussi des capacités. Mais entre deux, il n'y a rien. La plupart du temps, il n'y a rien. Or, si on veut vraiment développer un tissu économique, il faut quelque chose de structuré et des outils. Et c'est ça qui manque cruellement et qui devrait être une des priorités des gouvernements et qui l'est d'ailleurs la plupart du temps. C'est juste qu'il faut là maintenant voir des résultats et avancer certainement plus vite. Merci beaucoup. Je crois qu'on va
on va arriver, nous sommes arrivés d'ailleurs au terme de notre webinaire à 1 minute près. Je voulais, Nathalie, peut-être souhaitez-vous dire un dernier mot avant que je fasse les quelques mots de conclusion? Non, je ne vais pas prendre trop de temps, sauf pour dire, pour partager D'abord, merci vraiment de tout cœur à nos deux panélistes, nos deux experts qui ont éclairé des sujets qui sont vraiment assez obscurs souvent et souvent mal présentés. Donc, ce qui accroît finalement la difficulté à les traiter, et pour dire qu'effectivement, il y a un potentiel sur le continent africain absolument considérable et qu'il faut simplement arriver à la fois mieux le mettre en valeur, mais je dirais à la fois dans ce qu'on en dit et dans la façon dont on le met en valeur. Mais moi, je suis fondamentalement afro-optimiste. Je pense simplement qu'on arrive à line the dots, comme on dit en anglais. On n'en est pas encore là, mais on y arrive, on progresse. Voilà. Voilà, Nathalie, afro-optimiste, et moi, je reste un afro-réaliste. Et donc, on arrive malgré tout à maintenir un dialogue extrêmement intéressant. En tout cas, un très grand merci pour cet échange très précieux, qui a été à la fois instructif et pédagogique. Je voudrais vous dire à tous les trois que j'ai reçu à la fois et sur mon téléphone, mais aussi dans le cadre de notre webinaire, des félicitations vous concernant, tout particulièrement, parce que vous avez rendu un sujet qui est un sujet aride et un sujet qui n'est pas forcément extrêmement fancy, extrêmement accessible, compréhensible, et vous avez en même temps dépoussiéré un certain nombre de mythes. Enfin, j'ai des messages dont je vous ferai part à titre privé plus tard. C'est extrêmement intéressant parce que je vois que ce sujet qui aurait pu être considéré comme un peu roboratif est finalement un sujet qui a attiré beaucoup de participants et que, effectivement, les gens en sortent tout à fait éclairés. Il y a même une personne qui m'a dit « Vous devriez communiquer beaucoup plus et diffuser ce webinaire ». Justement, vous allez pouvoir retrouver la diffusion de ce webinaire sur les réseaux sociaux dans quelques jours et bien sûr sur notre site, donc www.thinktank-ressources.com, où nous avons d'ailleurs les interventions, j'en profite pour le dire, nous avons aussi les interventions de Wilfried qui répond aux questions que j'avais malicieusement posées il y a quelques mois, et puis bien sûr une intervention aussi, un podcast avec Anne-Laure Kichel sur son parcours. Donc j'en profite pour vous le dire, allez sur notre site, renseignez-vous, regardez, c'est particulièrement passionnant. Nathalie, merci infiniment, vous êtes parfaite dans ce rôle. Vous avez un nouveau métier qui vous attend, quasiment, si vous le souhaitez. En tout cas, merci infiniment d'avoir accepté d'être la maîtresse de cérémonie pour ce webinaire. Et nous allons donc tous nous retrouver, pour ceux qui le souhaitent, en tout cas en novembre, pour une nouvelle thématique et avec des intervenants qui vous seront diffusés dans les tout prochains jours. Voilà. Merci encore de votre participation à tous.